Nous sommes le dimanche 19 juillet 2020, fidèles téléspectateurs de Chérif La Télévision. Merci de votre confiance renouvelée. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information dont voici le titre de l'actualité. La délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, en fin de mission au Mali, a tenu un point de presse ce dimanche à l'hôtel Salam de Bamako pour faire le compte-rendu des négociations enclenchées depuis mercredi avec l'ensemble des acteurs de la crise sociopolitique que traverse notre pays. À l'issue de ce point de presse, la CEDEAO a invité les parties maliennes d'aller vers la mise en œuvre des recommandations proposées pour une sortie de crise. Voici pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Je l'annonçais à l'instant en vue d'une issue favorable à la crise sociopolitique que traverse le Mali. La mission de la CEDEAO, conduite par l'ex-président Goodluck Jonathan du Nigeria, après avoir rencontré les différentes parties, a tenu un point de presse afin de faire le compte rendu des résolutions que la mission a proposées au cours des actions menées, entre autres la reconstitution de la Cour constitutionnelle, la résolution du litige concernant les 31 sièges contestés à l'Assemblée nationale, la formation d'un gouvernement d'union nationale et de tout mettre en œuvre pour traduire les responsables des casses et des tueries lors des dernières manifestations devant la justice. Nous l'écoutons. Conformément au protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, une médiation de la CEDEAO, conduite par son Excellence, M. Goodluck Ebele Jonathan, ancien président de la République fédérale du Nigeria, s'est rendue au Mali du 15 au 19 juillet 2020 afin de rechercher une solution à la crise sociopolitique en République du Mali. La mission s'est entretenue avec le président de la République, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, le Premier ministre de la République, son Excellence M. Boubou Cissé, le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, l'imam Mahmoud Diko, des représentants du comité stratégique M5 RFP, la majorité présidentielle et divers représentants de la société civile. La mission condamne avec fermeté toutes les violences et invite toutes les parties à la retenue et au dialogue. Elle recommande aux autorités de finaliser toutes les enquêtes sur les décès survenus lors des manifestations des 10, 11 et 12 juillet 2020. Ces enquêtes doivent s'étendre également à toutes les violences et destructions de biens publics tels que l'Assemblée nationale, l'Office de la radio et télévision du Mali, l'ORTM, et le Haut Conseil des collectivités territoriales, ainsi que des biens privés, afin de situer toutes les responsabilités en vue de sanctions appropriées. À l'issue des différentes consultations avec toutes les parties prenantes, la mission a noté que les problèmes de la crise sociopolitique s'articulent autour des questions de gouvernance, ainsi que des points déjà soulevés par la mission ministérielle de la CEDEAO du 18 au 20 juin 2020, notamment la reconstitution de la Cour constitutionnelle qui a été dissoute, dont le décret a été abrogé, la résolution du litige concernant les 31 sièges contestés au Parlement, la formation d'un gouvernement d'union nationale. À ces points s'ajoutent les préoccupations liées aux événements tragiques des 10 et 11 et 12 juillet 2020. À cet égard, et suite aux différentes consultations, la mission de médiation a formulé les propositions suivantes de sortie de crise. En ce qui concerne la reconstitution de la Cour constitutionnelle, la mission recommande, en attendant le règlement des différends aux élections législatives, que la présidence de la République et le Conseil supérieur de la magistrature nomment chacun 3 membres de la Cour constitutionnelle. Les nominations relevant du président de la République se feront sur une base consensuelle, en associant toutes les parties prenantes, en conformité avec l'article 91 de la Constitution de la République du Mali.
Les 6 membres de la Cour nommés satisfont ainsi l'exigence du quorum. La Cour ainsi reconstituée devra délibérer et réexaminer les résultats des élections législatives concernant les 31 députés en question. Après la résolution du litige sur les 31 sièges de l'Assemblée nationale par la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale reconstituée pourra, sur une base consensuelle, nommer ses 3 représentants pour compléter la formation de la Cour constitutionnelle. Voilà Jean-Claude Kassi-Brou, président de la CEDEAO. Il était au micro de Mamadou Ben Chérif Soumano et Seydou Niaré. Nous continuons pour la suite de cette édition. 5 tonnes de riz, c'est le geste de solidarité agissante d'un membre Ansar à l'endroit de la population du pays Dogon, dans la région de Mopti, réceptionné par les responsables du mouvement Baguinesso. La donation a eu lieu ce samedi 18 juillet à la résidence chérifienne en présence du président du Haut Conseil islamique du Mali, Asseïd Chérif Ousmane Madani Haïdara. Le compte rendu de Al-Hamidou Badini. D'une valeur de 2 millions de francs CFA et composée de 100 sacs de riz, cette donation s'inscrit dans la suite logique de l'aide octroyée aux populations du pays Dogon par le guide spirituel Asseïd Chérif Ousmane Madani Haïdara. Un don qui intervient également après le cri de cœur lancé par le mouvement Baguinesso lors d'un point de presse face aux exactions dont sont victimes les populations de la région de Mopti en général. Alhamdulillah, cette donation vient dans un contexte vraiment très remarquable, puisque c'est un frère, un disciple de Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara depuis la Chine, qui depuis là-bas a vu le geste que notre guide spirituel a fait par rapport aux déplacés de la région de Mopti. Quand il a vu le geste que le guide a fait envers eux, et il est à signaler que le guide est la première personne qui a fait ce geste, qui les a donné 2 millions de francs. Alors le frère depuis là-bas, étant l'élève de ce guide-là, étant disciple de Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara, comme ça a appelé son frère ici, Yuba Nimara, et il lui a dit vraiment, ça c'est une ancienne action ou c'est nouveau? Il dit non, c'est récent, ça vient juste de se faire. Il dit alors nous ne pouvons pas rester indifférents, on va faire aussi ce qu'on peut faire pour ajouter au geste que notre guide vient de faire. Les responsables du mouvement Baguinesso n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude à l'endroit du généreux donateur et au président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Asseïd Chérif Ousmane Madani Haïdara, pour sa promptitude à répondre aux cris de détresse de ses concitoyens en situation de vulnérabilité. Comme vous le savez, la situation sécuritaire au centre du pays est en branle. Et tout récemment, plus précisément les 1er juillet, il y a eu ce qu'on appelle des attaques simultanées dans 4 localités du cercle des Bankas. Et suite à ces attaques meurtrières, nous, membres du mouvement Baguinesso, en synergie avec d'autres associations des jeunes du pays d'Ogon, nous avions organisé un point de presse le 4 juillet, au cours duquel nous avons dénoncé ces attaques barbares. Et par la suite, nous avons interpellé également l'État à s'assumer pleinement à faire face à cette crise. Et au finish, nous avions lancé un cri de cœur, c'est-à-dire un appel vibrant à l'endroit des personnes de bonne volonté, des personnes sensibles, pour venir en aide aux populations touchées. Donc suite à cela, l'éclairé, le guide spirituel Chérif Ousmane Haïdara nous a appelé pour nous remettre une somme de 2 millions qui nous a permis quand même d'acheter des denrées de première nécessité qu'on a pu acheminer aux populations touchées. Et aujourd'hui, nous sommes là pour une deuxième fois consécutive pour également la réception d'un don venant d'un des très proches et qui est un résident en Chine qui nous a offert 5 tonnes de riz. Et ce soir, nous sommes là pour répondre à l'appel du guide et voilà, prendre ces dons et acheminer aux populations qui sont touchées par cette atrocité. En rappelant qu'auparavant, le président du Haut Conseil islamique du Mali, Asseïd Chérif Ousmane Madani Haïdara, avait fait don de 2 millions de francs CFA à cette même couche, vivant dans des conditions précaires. L'actualité sur un tout autre plan, la cérémonie d'inauguration du CESCOM de Dianguérila dans la commune rurale de Banko, dans le cercle de Dioïla, a eu lieu ce mercredi 18 juillet 2020 à Dianguérila d'une valeur de plus de 28 millions de francs CFA. La cérémonie a enregistré la présence des autorités administratives, politiques et coutumières de la localité. Nos envoyés spéciaux sont Amadou Kamara, Abdoulaye Sogodogo.
La construction de ce centre de santé est la réponse aux besoins exprimés par la population de Djankarela et un objectif majeur que s'est fixé les élus de la localité en matière de santé, celui d'offrir des soins de proximité. Le centre de santé communautaire qu'on vient d'inaugurer dans le village de Djankarela était vraiment une aspiration de la population. Depuis longtemps, depuis des années, la population s'attendait à ce centre de santé qui était vraiment leur souci majeur pour les problèmes de santé. Quand on regarde les 3 premiers mois de consultation au niveau de ce centre, on a dépassé les 1000 consultations. Cela veut dire que c'est un centre vraiment qui aura beaucoup de consultations. Et financé, il y a la maternité qui est entièrement, la maternité et ses équipements qui sont entièrement financés par l'ANCT. Il y a le dispensaire et ses équipements qui sont entièrement financés par l'ANCT. Il y a encore une partie des équipements qui ont été financés sur fonds propres de la mairie, 2 054 000 et une moto. En effet, le village de Djankarela sera dès maintenant doté d'un centre de santé équipé et fonctionnel pour la prise en charge des malades et des futures mamans. Le chef du village et le maire ont remercié et félicité les honorables députés du cercle de Djoila pour avoir réalisé cette belle infrastructure. Un sentiment de joie, un sentiment de bonheur également, parce que nous venons de voir une extension de notre couverture sanitaire. Vous-même, vous avez vu la route qui lie d'abord les CSCOM de Djankarela à Banco, puis Banco au CCRF. Vous avez vu les temps qu'on fait pour 90 km. Donc ça permet de faire une extension de la couverture sanitaire. Comme ça, c'est le souci majeur, l'un des soucis majeurs de notre système de santé, améliorer la couverture sanitaire pour qu'au moins la population puisse avoir accès au centre de santé à moins de 5 km, voire 15 km. Le centre de santé de référence de Djankarela répond aux normes requises en matière de construction de CSCOM en République du Mali. Ce joyau architectural est bâti sur une superficie de 1 hectare. Sa construction et son équipement ont coûté plus de 28 millions de francs CFA, entièrement financés par la coopération ANICT et la mairie de Banco. Ce matin, je me réjouis de l'inauguration du centre de santé de Djankarela qui fait partie de la commune rurale de Banco. Très sincèrement, je voulais d'abord dire aux villageois merci. Merci pour tout ce qu'ils ont fait. Merci aussi vraiment par rapport à ce qu'ils ont consenti comme effort physique et effort financier pour la construction du centre de santé. Je voulais aussi remercier la commune rurale de Banco. Le maire Issa Bafin Koulibaly est devenu aujourd'hui député. Il a fourni d'énormes efforts par rapport vraiment aux aspects de développement de la commune de Banco. L'appel que je vais lancer, c'est dire à la population de prendre soin de l'œuvre. Parce qu'il faut prendre soin de l'œuvre. Parce que ça me paraît important. Un centre de santé bien construit, vraiment doit être bien entretenu par la population. L'aire sanitaire, ça fait 3 villages, Djankarela, Kobala et Metela. Donc les 3 villages doivent bien entretenir vraiment ce centre de santé pour mieux accueillir les malades, pour mieux servir les malades, pour mieux aujourd'hui soigner les malades. Donc je pense aujourd'hui que l'appel a été entendu parce que tous les villageois ont donné une bonne réponse vraiment à notre appel. Rappelons que la réalisation de ce centre de santé de référence entre dans le cadre de la révision de la cartographie sanitaire du cercle de Djoila. Selon les autorités sanitaires, cette infrastructure permettra de faciliter l'accès des soins aux populations des villages de Djankarela, Metela et Kola. Elle permet également de renforcer la couverture sanitaire et de lutter contre la maladie au bénéfice des populations. Chants et danses, des instruments traditionnels ont émerveillé le public sous une pluie battante. L'environnement constitue un des piliers fondamentaux de la survie de l'humanité. De nos jours, cette créature divine souffre des feux de brousse et de la coupe abusive des arbres.
Des actes qui ont des retombées négatives sur l'humanité. Si couper les arbres n'est pas interdit, les remplacer demeure une obligation, surtout en cette période hivernale. Qu'en est-il de la coupe abusive des arbres chez les exploitants forestiers? Élément de réponse avec Samaïra Sanogo. Composée de faune et de flore, la nature est un don de Dieu. Elle contribue davantage à la prospérité de l'homme et de son cadre de vie. De nos jours, cette créature divine ne bénéficie pas de l'assistance humaine, car elle fait objet de toutes sortes d'agressions, comme les feux de brousse et la coupe abusive des arbres. Que dit la loi de cette pratique? Et tant que vous n'êtes pas vraiment habilité, et tant que vous n'êtes pas vraiment une société habilitée à faire cela, normalement, vous n'allez pas vous donner vraiment à couper abusivement le bois qui se trouve dans les forêts. Et donc, faute, il y a aussi, je peux dire aussi, alors des personnes mal intentionnées, alors qui s'entretiennent des relations avec vraiment les villageois, ils viennent de donner des miettes, et ceci s'en donne aussi vraiment, pour vraiment, alors, donner des coups de fouet anarchiques vraiment à notre forêt, d'où la déforestation illicite. Alors, nous avons vraiment, au sein de notre département, avec à son temps vraiment, mettre en place des systèmes pour pallier à tout cela. Essayer de sensibiliser le maximum des jeunes, essayer de sensibiliser la population, essayer de sensibiliser la société civile pour que vraiment que nous puissions vraiment donner à fond afin de lutter et de pallier contre ce fléau qui est vraiment la coupe abusive du bois. Réglementé par la loi, par non-respect de ces principes établis, quelle retombée sur l'homme en cas de coupe sans contrôle des arbres? Quand on se donne le fouet de couper abusivement le bois, moi je pense que vraiment ça, nous n'allons pas léguer un avenir futur aux générations futures. Cela veut dire que vraiment notre planète, vraiment, on n'aura pas de planète ici. Vous savez, le réchauffement climatique là, ça c'est dû à la faute de l'homme par rapport à la coupe abusive du bois. Les changements climatiques et ses aléas, tout cela là, ça vraiment c'est des phénomènes que l'homme même vraiment s'en approprie. Les conséquences, si on a coupé, on doit planter et replanter encore. Si on n'a pas replanté, ça devient un problème. Parce que la pluie ne vient pas, s'il n'y a pas bois. Bois, ça vient avec la pluie. S'il n'y a pas bois, il n'y a pas la pluie. Même si tu n'as pas coupé bois, tu dois planter bois. Mois de août là, c'est notre... Tout le monde doit planter un morceau de bois. La saison pluvieuse est donc le moment approprié pour remplacer les arbres coupés. Ces temps-ci, le climat semble être favorable au reboisement. Oui, bon, il ne s'agit pas seulement que de planter et de planter ou de reboiser. Il s'agit vraiment de faire des suivis. Quand vous venez abattre vraiment un arbre qui a vécu plus de 100 ans et vous venez l'abattre inutilement et planter un autre arbre à sa place, il faudrait vivre au moins 100 ans. Et ces 100 ans-là, est-ce que nous serons là ici? Est-ce que la génération future va-t-elle même bénéficier par rapport à cela? Il ne s'agit pas de planter, mais il s'agit aussi de contrôler et de faire vraiment pression sur soi-même, changer nos comportements, enfin vraiment alors de procéder à la réglementation. Limitons les feux de brousse, réduisons la coupe abusive des arbres et procédons au reboisement des arbres. Celui qui aura planté un arbre au cours de son séjour terrestre n'a pas vécu inutilement, dit-on. Et nous retrouvons à présent Moussa Famba pour le commentaire de l'actualité africaine et internationale. L'ancien ministre algérien des télécommunications proche du clan du président déchu Abdelaziz Bouteflika, Moussa Ben Hamadi, est mort vendredi du coronavirus, a indiqué samedi son frère à l'AFP. Il avait été placé en détention préventive en septembre 2019. Ossine Ben Hamadi, un autre frère, avait indiqué plus tôt au quotidien Liberté que l'ancien ministre avait contracté le virus le 4 juillet et ce n'est que le 13 du même mois qu'il a été évacué en urgence vers un hôpital à Alger. La famille attend des informations concernant la restitution du corps pour préciser quand aura lieu l'enterrement. Moussa Ben Hamadi, ingénieur en informatique, avait été élu en 2002 député du Front de Libération Nationale, parti au pouvoir. Il était poursuivi dans une affaire de corruption liée au groupe familial spécialisé dans le montage de produits électroniques Condor Électronique, dirigé par son frère Abderrahman. La justice congolaise a condamné samedi l'ancien maire de Brazzaville, Christian Roger Okemba, 60 ans, à 5 ans de réclusion criminelle pour détournement des deniers publics, a appris dimanche l'AFP de sources judiciaires. Son épouse, Anastasie Éhonore Okemba, est condamnée à 3 ans d'emprisonnement avec sursis. Tous deux doivent en outre payer à la mairie de Brazzaville une amende de 200 millions de francs CFA. 6 autres co-accusés de complicité, dont Nicolas Okanzi, ancien directeur général du budget, ont été acquittés. Maître Thomas Djoulani,
dernier avocat de la défense a indiqué qu'il allait introduire un pourvoi en cassation. M. Okemba avait été accusé en février par les élus municipaux d'avoir viré sur un compte privé une somme de 1,2 milliard de francs CFA destinée à la municipalité. Originaire de la cuvette au nord du pays comme le président Denis Sassou Nguesso, il avait été élu maire de Brazzaville en 2017. Des manifestants ont de nouveau battu le pavé dimanche à Kinshasa en RDC pour protester contre le choix d'un nouveau président à la tête de la commission électorale. Il s'agit de la 3e marche de ce type en 10 jours. Toutes ont été interdites par les autorités. Les manifestants accusent Ronzar Malonda, actuel secrétaire exécutif de la CENI, d'avoir participé à la fraude lors des précédents scrutins. C'est la CENI qui avait déclaré Félix Tshisekedi, issu du parti d'opposition UDPS, vainqueur du scrutin présidentiel du 30 décembre 2018. Le Front commun pour le Congo FCC de son prédécesseur Joseph Kabila avait gardé la majorité à l'Assemblée nationale selon ces mêmes résultats de la CENI validés par la Cour constitutionnelle. La coalition d'opposition Lamuka avait alors dénoncé des résultats fabriqués par la CENI en revendiquant la victoire de son candidat Martin Fayoulou. À la suite de la Convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme, la Ligue tchadienne des droits de l'homme a publié ce samedi 18 juillet un rapport sur la mort de 44 membres présumés de Boko Haram, dont les corps ont été retrouvés dans leurs cellules le 16 avril dernier. Contrairement à la version officielle qui évoque un suicide collectif, l'ONG pointe un crime de masse et appelle à une enquête internationale. Le 14 avril dernier, 70 personnes ont été présentées à la presse comme des membres présumés de Boko Haram, faits prisonniers pendant la grande offensive lancée début avril par l'armée tchadienne contre le mouvement terroriste. À l'évidence, il ne s'agit que de paysans qui revenaient du Niger avec des papiers délivrés par les autorités. Une partie des personnes interpellées disparaissent pendant leur acheminement vers la capitale. Pour la cinquantaine arrivée à destination, la deuxième nuit de la détention sera fatale. Alors que le procès pour corruption de Benjamin Netanyahou reprend ce dimanche en Israël, des milliers de personnes ont manifesté la veille à Jérusalem et à Tel Aviv pour dénoncer la gestion de la pandémie de Covid-19, mais aussi la corruption du gouvernement israélien. Dimanche matin, les avocats du Premier ministre ont obtenu le report des auditions des témoins qui seront entendus à raison de 3 fois par semaine à partir de janvier 2021. Une victoire pour la défense car elle permet de reporter la fin de ce procès historique à une date indéterminée. La défense a également réclamé 6 mois supplémentaires pour examiner toutes les pièces du dossier parce qu'un avocat vient tout juste de rejoindre l'équipe. Autre argument en faveur du report, il serait impossible selon la défense de tenir un procès en temps de coronavirus. Les avocats avancent qu'avec les masques, il est impossible de savoir qui dit la vérité, explique Antoine Mariotti, qui note que de nombreux procès se tiennent en Israël et ailleurs dans les mêmes conditions. Ainsi se referme cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez un excellent moment en compagnie des programmes de Chérif La Télévision. Bonsoir.